Mon grand-père, un homme qui fut soldat et un brillant entrepreneur, est décédé des suites d'une maladie soudaine. Les funérailles venaient de se terminer lorsque toute la famille s'est immédiatement plongée dans les questions d'héritage. J'ai toujours pensé qu'il laisserait un testament, car pendant des années il m'avait dit, « Archer, l'avenir de cette entreprise repose entre tes mains. » Mais lorsque le tribunal a publié les documents de succession, aucun testament n'a été soumis. Toute la succession est automatiquement revenue à mon père. Quelques jours plus tard, il m'a renvoyé de l'entreprise et a confié le poste de direction à mon jeune frère, un homme qui n'a jamais travaillé sérieusement un seul jour de sa vie. J'ai perdu à la fois la personne que j'aimais le plus et ma carrière. Mais ensuite, par une nuit pluvieuse, un inconnu est apparu. Il m'a tendu une enveloppe scellée, m'a regardé droit dans les yeux et n'a dit qu'une seule chose. « Tu dois connaître la vérité. » En tremblant, j'ai ouvert l'enveloppe et ce qu'elle contenait m'a laissé stupéfait. « Bonjour, je m'appelle Archer May. J'ai 30 ans et je vis à Denver, au Colorado, une ville moins animée que New York, mais loin de la tranquillité des petites villes. Denver a un certain équilibre, assez dynamique pour que je sente le pouls de la vie, mais assez calme pour que j'entende mes propres pensées. Mais pour être honnête, ma vie n'a jamais été vraiment paisible. Pas à cause de cette ville, mais à cause de ma famille. Une longue histoire compliquée, remplie d'ombres et de blessures qui ne guérissent jamais complètement. J'ai grandi dans ce que les gens pourraient appeler une famille aisée. Pas le genre de richesse ostentatoire avec des manoirs somptueux ou des supercars, mais assez confortable pour ne jamais s'inquiéter de la nourriture ou des vêtements. Ma famille possède une entreprise de construction et d'investissement immobilier, May & Sons. Un nom qui semble prestigieux, mais qui cache un labyrinthe de conflits à l'intérieur. L'homme qui a posé les fondations de tout cela était mon grand-père, Eugène May, un ancien soldat, un homme que j'ai toujours respecté, non seulement parce qu'il était mon grand-père, mais parce qu'il m'a appris presque tout ce que je sais sur la vie. Mon grand-père était un homme extraordinaire, grand avec une voix profonde et stable. Ses yeux portaient toujours une chaleur. Enfant, je m'asseyais à ses côtés pour écouter des histoires de son temps dans l'armée. Il parlait des jours difficiles sur le champ de bataille, de la discipline de fer, de la façon dont un homme doit se tenir droit même lorsque le monde s'effondre autour de lui. « Archer », m'a-t-il dit un jour, en me tapotant doucement l'épaule. Dans la vie, l'honneur est la seule chose que personne ne peut te prendre, à moins que tu ne l'abandonnes toi-même. J'ai porté ces mots avec moi comme une petite flamme brûlant régulièrement dans mon cœur, surtout lorsque tout est devenu chaotique. Après avoir quitté l'armée, mon grand-père a bâti May & Sons à partir de rien. D'un minuscule bureau dans la banlieue de Denver, il en a fait une entreprise réputée dans le secteur de la construction. Il a travaillé de tout son cœur, non seulement pour l'argent, mais parce qu'il croyait que chaque projet était un héritage, une marque d'honnêteté et de responsabilité. Il disait toujours, un bâtiment solide doit être construit sur une fondation d'équité. C'est ainsi qu'il traitait tout le monde, des employés aux partenaires. Il n'était pas seulement un entrepreneur, il était un enseignant, un guide. J'étais plus proche de mon grand-père que de n'importe qui d'autre dans la famille. Ma mère est décédée quand j'étais jeune, et mon père, Harvey May, ne s'est jamais vraiment soucié d'être un père. Mon père était un homme rusé, habile à naviguer dans les mondes des affaires et de la politique. Il avait des relations dont les gens ne parlaient qu'à voix basse, des poignées de main dans l'ombre et des sourires polis qui cachaient des arrière-pensées. Pour lui, May & Sons n'était pas l'héritage de mon grand-père. C'était une machine à faire de l'argent. Il aimait les fêtes extravagantes, les montres chères et le sentiment de pouvoir qui accompagnait le fait de s'asseoir dans le fauteuil du PDG. Mais ce n'était pas lui qui dirigeait vraiment l'entreprise. Il voulait juste les profits et le prestige. Puis il y a Brandon, mon jeune frère. 4 ans de moins que moi. Parfois, j'ai l'impression qu'il est plus immature qu'un enfant. C'est une version plus petite de notre père. Obsédé par le glamour, avide d'attention et cherchant toujours à être choyé. Brandon travaillait dans l'entreprise, supervisant une petite partie du marketing externe, mais tout le monde savait que c'était un rôle de pure forme. Il manquait de capacité, de dévouement, et la seule chose dans laquelle il excellait était de flatter notre père et de se vanter de choses qu'il n'avait pas gagnées lui-même. J'étais différent. Élevé sous la direction de mon grand-père, je portais une partie de lui. Sa discipline, son intégrité et sa conviction que le travail ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais à créer de la valeur. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mon grand-père m'a appelé dans son bureau. Une pièce simple avec un vieux bureau en bois et une photo encadrée de lui dans son uniforme militaire. « Archer », a-t-il dit,
Je veux que tu m'aides à préserver cet héritage. Pas pour l'argent, mais pour ce que nous avons bâti. C'est ce jour-là que je suis officiellement devenu le PDG de May & Sons à seulement 25 ans. Je me suis jeté dans le travail comme un possédé. Je voulais prouver que j'étais digne de la confiance de mon grand-père. J'ai appris à lire des plans techniques, à négocier avec des entrepreneurs et à établir des relations avec les clients. Certaines nuits, je dormais au bureau, des piles de papier sur mon bureau, du café froid à côté de moi. J'ai une fois dirigé l'entreprise à travers des accords difficiles, comme la fois où nous avons failli perdre un contrat majeur avec un conglomérat immobilier parce qu'un concurrent a joué un jeu déloyal. J'ai pris l'avion pour Chicago, j'ai rencontré le client en personne et je l'ai convaincu avec ma sincérité et un plan détaillé que j'avais préparé pendant 3 jours sans sommeil. Nous avons remporté ce contrat, et mon grand-père, bien que déjà à la retraite, est venu au bureau pour me serrer dans ses bras. « Je suis fier de toi, Archer », a-t-il dit. Mais la vie n'a jamais été aussi simple que je l'espérais. Sous la surface polie de la famille May, des fissures ont commencé à apparaître. Mon père est devenu plus distant, ne se souciant que des numéros de compte en banque et des relations puissantes. Brandon s'est enfoncé plus profondément dans une vie d'indulgence, dépensant sans compter et s'appuyant sur le nom de la famille. J'ai essayé de maintenir l'équilibre, de protéger l'héritage de mon grand-père, mais je ne savais pas qu'une tempête approchait. Une tempête qui allait détruire tout ce que je chérissais. Tout a commencé à s'effondrer un matin gris d'octobre à Denver, avec une légère bruine tombant du ciel. J'étais au bureau en train d'examiner l'avancement d'un projet de construction majeur quand mon téléphone a sonné. La voix tremblante de la gouvernante de mon grand-père, Clara, est parvenue à travers la ligne. « Archer, viens à l'hôpital tout de suite. Monsieur Eugène, il ne va pas bien. » Mon cœur a semblé s'arrêter. J'ai tout laissé tomber. Papier, ordinateur portable, café encore chaud, et je me suis précipité hors du bureau, conduisant comme un fou à travers les rues glissantes. Quand je suis arrivé à l'hôpital, mon grand-père était allongé là, sur le lit d'hôpital, le visage pâle, mais portant toujours l'expression résolue d'un soldat. Il avait eu un accident vasculaire cérébral, a dit le médecin, et il ne lui restait plus beaucoup de temps. J'ai tenu sa main, frêle mais encore chaude, et j'ai essayé de retenir mes larmes. « Archer » a-t-il chuchoté, sa voix faible mais claire. « Accroche-toi à ce que je t'ai appris. Ne les laisse pas te le prendre. » J'ai hoché la tête, bien que je ne comprenne pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Qui était-il et qu'est-ce que c'était? Tout ce que je savais à ce moment-là, c'est que je perdais la personne la plus importante de ma vie. Mon grand-père est décédé cette nuit-là à l'âge de 83 ans. Je suis resté assis à son chevet, écoutant la machine se taire lentement, ayant l'impression que le monde s'effondrait sous mes pieds. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que j'étais fort, mais parce que je ne savais pas quoi faire de la douleur qui me déchirait la poitrine. Mon grand-père n'était pas seulement mon mentor, mon père spirituel. Il était la flamme qui éclairait mon chemin. Maintenant, cette flamme était éteinte, et je me sentais complètement perdu. Ces funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard, aussi grandioses et bondées que je m'y attendais. Mayence était un nom bien connu à Denver, et mon grand-père était un homme respecté. Des hommes d'affaires du monde de l'immobilier, d'anciens soldats qui avaient combattu à ses côtés, et des employés de longue date de l'entreprise sont tous venus lui rendre hommage. Le salon funéraire était rempli de fleurs, des couronnes blanches immaculées se mêlant à des condoléances formelles. Je me tenais là, dans un costume noir, essayant de maintenir une apparence calme, mais à l'intérieur, j'étais une tempête. Chaque poignée de main, chaque condoléance ressemblait à une coupure silencieuse, me rappelant que mon grand-père était vraiment parti. Mon père, Harvey, est apparu, aussi impeccable que jamais. Costume sur mesure, cheveux parfaitement coiffés, et un sourire social sans faille. Il a serré des mains, a offert des remerciements mesurés, mais j'ai vu la froideur dans ses yeux. Il ne faisait pas son deuil, pas vraiment. Pour lui, les funérailles n'étaient qu'un événement à traverser, une occasion de consolider sa position dans le monde des affaires. Mon jeune frère, Brandon, était encore pire. Il est arrivé en retard, portant un costume cher mais froissé, et a passé la plupart du temps dans un coin à faire défiler son téléphone, ne levant les yeux que lorsque quelqu'un d'important venait discuter. Je l'ai observé, et pour la première fois, j'ai ressenti une distance infranchissable entre nous. Ils ne comprennent pas, ai-je pensé. Ils ne comprennent pas ce que signifie vraiment la perte de grand-père. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, j'ai essayé de retourner au travail, mais rien n'était plus pareil. Le bureau de May & Sons,
autrefois ma fierté, me semblait maintenant vide. Puis est venu le jour de l'annonce du testament, une semaine après les funérailles. Je ne m'attendais pas à grand-chose, non pas que je m'en fichais, mais parce que je croyais que mon grand-père avait tout planifié. Il m'avait dit plus d'une fois que je prendrais la relève de mes Henson, non pas seulement parce que j'étais son petit-fils, mais parce qu'il me faisait confiance pour défendre ses valeurs. Archer, avait-il dit lors d'une promenade sur un chantier, je n'ai pas bâti cette entreprise pour qu'elle soit une machine à faire de l'argent. Je l'ai bâtie pour qu'elle soit un héritage, et je veux que tu sois celui qui le préserve. Je l'ai cru, j'ai cru en cette promesse, et j'ai pensé que son testament en serait le reflet. Nous nous sommes réunis au bureau de l'avocat, une pièce froide au mur en bois sombre et à l'odeur de vieux papier. Mon père était assis à la tête de la table, exudant la confiance, comme s'il savait déjà comment les choses allaient se dérouler. Brandon était assis à côté de lui, tripotant un stylo plume chère, son expression indifférente. J'étais assis en face d'eux, essayant de rester calme malgré mon cœur qui battait la chamade. L'avocat de mon grand-père, Norman Pierce, un homme mince avec des lunettes épaisses et une voix sèche, est entré dans la pièce en tenant une pile de documents. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, ses yeux rencontrant brièvement les miens, et j'ai eu un pressentiment. « Mesdames et messieurs », a commencé Norman, sa voix plate comme s'il lisait un rapport. J'ai le regret de vous informer que monsieur Eugène May n'a pas laissé de testament. Le sang dans mes veines a semblé gelé. Pas de testament. C'était impossible. Mon grand-père était méticuleux, discipliné, un ancien soldat qui ne laissait jamais rien au hasard. J'ai regardé mon père et le sourire narquois sur sa lèvre a envoyé un frisson dans mon dos. Brandon a levé les yeux de son stylo, ses yeux brillants comme s'il venait de gagner à la loterie. Sans testament, a poursuivi Norman. L'ensemble de la succession de monsieur Eugène sera distribué conformément à la loi à son héritier direct. Son fils, monsieur Harvey May. Mon père s'est levé, tapant une fois dans ses mains comme pour conclure une réunion réussie. Merci, Norman, a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'autosatisfaction. Je veillerai à ce que l'héritage de mon père soit géré correctement. Il s'est tourné vers moi, son sourire dissimulant à peine son triomphe. Archer, tu as bien travaillé, mais je pense qu'il est temps que cette famille prenne une nouvelle direction. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Dans mon esprit, les mots de mon grand-père résonnaient. Des mots sur l'honneur, l'héritage et la vérité. Mais maintenant, il semblait être un rêve qui s'estompe. J'ai quitté le bureau de l'avocat et je suis sorti dans les rues froides de Denver, me sentant comme si j'avais perdu non seulement mon grand-père, mais tout le monde que j'avais bâti. Le lendemain, mon père a convoqué une réunion des actionnaires chez Maillançon. J'y ai assisté, bien que je savais que rien de bon ne m'attendait. Devant tout le conseil d'administration, il a annoncé qu'il prendrait le contrôle total de l'entreprise. Il a parlé d'une « nouvelle vision », de « changement nécessaire », mais je savais que tout cela n'était qu'une performance. Puis il s'est tourné vers Brandon, a posé une main sur son épaule et a déclaré que Brandon me remplacerait en tant que PDG. Il est l'avenir de cette famille, a dit mon père, sa voix remplie de fierté. Brandon a souri comme s'il venait d'être couronné. Et puis, comme un coup de poignard final, mon père m'a regardé droit dans les yeux. Archer, tu as travaillé dur, mais je pense que l'entreprise n'a plus besoin de toi. La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti les yeux de tout le monde sur moi, un mélange de pitié et de gêne. Je voulais protester, dire que j'avais versé ma sueur et mon cœur pour maintenir mes Henson à flot pendant les moments difficiles. Que c'était l'entreprise de mon grand-père, pas la sienne. Mais je n'ai rien dit. Je me suis levé, j'ai quitté la salle de réunion et je suis sorti du bâtiment que j'avais autrefois appelé ma maison. La pluie continuait de tomber, des gouttes froides fouettant mon visage alors que je sortais dans les rues de Denver. Je n'avais ni parapluie ni manteau, juste un costume maintenant trempé. J'ai marché sans but dans des rues familières qui me semblaient maintenant étrangères. Chaque pas devenait plus lourd, comme si je portais le poids d'un monde qui venait de s'effondrer. Maillançon n'était pas seulement mon travail. C'était mon rêve. La promesse que j'avais passé ma jeunesse à accomplir. Et maintenant, il m'avait été volé par mon propre père, un homme que je pensais autrefois, malgré notre distance, être toujours de la famille. Les jours qui ont suivi se sont déroulés dans un brouillard. Je suis retourné dans mon petit appartement, un endroit où j'avais rarement passé du temps auparavant parce que le travail me tenait toujours occupé. Maintenant, il me semblait être une cage me piégeant avec des pensées inéluctables. Je me suis allongé sur le canapé, fixant le plafond,
essayant de trouver une raison de me lever chaque matin. Mais tout ce que je ressentais était le vide. Mon grand-père était parti. L'entreprise était perdue et la famille. La chose qu'il m'avait toujours dit de chérir n'était maintenant qu'une blague amère. L'argent a commencé à manquer. Je n'étais pas du genre à dépenser sans compter, mais mes économies n'étaient pas suffisantes pour me soutenir indéfiniment, surtout sans revenus. J'ai postulé pour des emplois dans d'autres entreprises de construction à Denver, mais à chaque fois, j'ai reçu des rejets polis. Un vieil ami qui travaille maintenant pour une grande entreprise m'a envoyé un texto. Archer, je déteste te dire ça, mais il y a une rumeur selon laquelle ton père te dénigre auprès des partenaires commerciaux. Il a beaucoup d'influence, tu sais. Lire ce message a été comme un coup de poing dans la poitrine. Mon père ne m'avait pas seulement renvoyé. Il s'assurait que je ne m'en remettrais jamais. J'ai commencé à prendre des petits boulots pour m'en sortir. J'ai conduit des camions de livraison, nettoyé des chantiers de construction, j'ai même travaillé comme serveur dans un petit bar en périphérie de la ville. Ces emplois ne correspondaient pas à mes compétences ni n'apportaient de fierté, mais ils me maintenaient à flot. Chaque jour, je me levais, je mettais des vêtements de travail usés et je me disais que ce n'était que temporaire. Un soir, j'ai été invité à une réunion de famille chez mon père. J'ai décidé d'y aller, voulant affronter mon père et Brandon, ne serait-ce que pour prouver que j'étais toujours debout. La réunion a eu lieu dans le manoir de mon père en périphérie de Denver, un endroit si somptueux qu'il me faisait me sentir déplacé. Des tableaux coûteux étaient accrochés au mur, des lustres projetaient une lumière scintillante sur les verres à vin, et le rire des invités d'élite résonnait dans la pièce. Je portais une simple chemise, la meilleure chose qui restait dans ma garde-robe, et je suis entré, me sentant comme un étranger dans la maison de ma propre famille. Brandon, comme d'habitude, était le centre d'attention. Il se tenait au milieu de la foule, se vantant d'une nouvelle campagne de marketing qu'il avait menée pour Son, bien que je savais que c'était le travail du personnel. Les invités ont applaudi, ont levé leur verre en un toast, et Brandon a souri comme s'il le méritait vraiment. Mon père se tenait à côté de lui tapotant l'épaule, les yeux débordant de fierté. Je me tenais dans un coin, tenant un verre d'eau, essayant d'ignorer les regards apitoyés de quelques anciennes connaissances. Puis Brandon m'a repéré, son sourire devenant vif et froid. « Archer » a-t-il appelé, sa voix dégoulinant de moquerie. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'ai entendu dire que tu travailles sur des chantiers de construction maintenant. C'est approprié. » La pièce a éclaté de rire et j'ai senti le sang me monter au visage. Je voulais riposter, dire qu'au moins je gagnais mon argent par un travail honnête, contrairement à lui qui ne faisait que suivre les traces de notre père. Mais je suis resté silencieux, serrant fermement mon verre. Mon père s'est approché, posant une main sur l'épaule de Brandon et a parlé assez fort pour que tout le monde l'entende. « Ne fais pas attention à lui, Brandon. Ton frère cherche juste sa voie. Toi, par contre, tu es l'avenir de cette famille. Tout, l'entreprise, cette maison, le yacht, sera à toi un jour. » Ces mots étaient un autre couteau, coupant plus profondément que lorsque j'ai été renvoyé. J'ai regardé mon père, cherchant une trace de chaleur familiale, mais tout ce que j'ai vu, c'est une froide arrogance. J'ai quitté la fête tôt, sans dire au revoir. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un petit parc, je me suis assis sur un banc en bois et j'ai laissé les souvenirs de mon grand-père m'envahir. Je me suis souvenu des soirées qu'il passait avec moi à parler de pratiques commerciales équitables, de la façon dont un homme doit se tenir droit, peu importe la dureté de la vie. La justice et la vérité trouvent toujours un moyen de revenir, a-t-il dit un jour. Et je me suis demandé si c'était vrai. À ce moment, ayant tout perdu, la justice me semblait être une promesse vide. Mais ensuite, quelques semaines plus tard, une rumeur a commencé à se répandre. Je l'ai entendue d'un vieil ami qui travaillait autrefois au cabinet d'avocat de mon grand-père. « Archer » a-t-il dit au téléphone, sa voix basse, comme s'il craignait que quelqu'un n'entende. On dit que M. Eugène a laissé un testament, mais qu'il a disparu. Je me suis redressé, mon cœur battant la chamade. Un testament? Si c'était vrai, pourquoi Norman Pierce a-t-il dit qu'il n'y en avait pas? Et pourquoi disparaîtrait-il? J'ai commencé à tout repasser dans ma tête. Les mots de mon grand-père, le regard froid de mon père, le sourire triomphant de Brandon. Quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir. J'ai commencé à passer au crible mes souvenirs de mon grand-père, à la recherche d'un indice qu'il aurait pu laisser. C'était un homme méticuleux.
S'il avait rédigé un testament, il se serait assuré qu'il soit protégé. Je suis allé voir Clara, la seule personne de la famille en qui j'avais encore confiance. Elle m'a accueilli dans sa petite maison en périphérie de la ville où elle vivait depuis sa retraite du service de mon grand-père. Elle m'a servi une tasse de thé, ses mains tremblant avec l'âge, et m'a regardé avec des yeux inquiets. « Archer, a-t-elle dit, je ne sais pas avec certitude, mais monsieur Eugène m'a dit un jour qu'il avait l'intention de te laisser quelque chose à sa mort. Il ne faisait pas confiance à monsieur Harvey, et il craignait que les choses ne se passent pas comme il le voulait. Alors où est le testament, ai-je demandé, ma voix presque désespérée. Si grand-père avait un testament, pourquoi a-t-il disparu? Clara a secoué la tête. Je ne sais pas, mais monsieur Eugène était un homme intelligent. S'il voulait que tu aies quelque chose, il aurait trouvé un moyen de s'assurer que ça t'arrive. J'ai quitté la maison de Clara avec une faible lueur d'espoir, mais aussi un sentiment croissant de malaise. S'il y avait un testament et qu'il avait été caché, qui était derrière? Mon père, Norman Pierce, ou les deux? Je n'avais aucune preuve, aucune piste, seulement le pressentiment que l'obscurité qui enveloppait ma famille était plus profonde que je ne l'avais jamais imaginé. Cette nuit-là à Denver était plus froide que d'habitude. Le vent balayant les rues vides, transportant le froid vif de l'automne, je suis retourné à mon appartement, l'esprit en ébullition, essayant de reconstituer des fragments de souvenirs de mon grand-père, à la recherche d'un signe ou d'un indice qu'il aurait pu laisser derrière lui. Mais plus je réfléchissais, plus j'avais l'impression d'être perdu dans un labyrinthe sans issue. Les jours qui ont suivi se sont écoulés comme une ombre. J'ai continué mon travail de livraison, conduisant un vieux camion sur des routes poussiéreuses, transportant des colis que je ne prenais pas la peine de remarquer. Chaque fois que je m'arrêtais sur un chantier, je regardais les bâtiments en construction et mon cœur se serrait. Il me rappelait mes Sons, les jours où je me tenais sur les chantiers, supervisant chaque pilier de béton, chaque plan rempli de la fierté de perpétuer l'héritage de mon grand-père. Mais ensuite, un vendredi soir, tout a changé. Je venais de terminer mon service, épuisé et trempé par une pluie soudaine en déchargeant des livraisons. Je me suis arrêté dans un petit café en périphérie de la ville, un endroit où je m'arrêtais souvent pour un café bon marché, assis à regarder le flot de la circulation. Le café était presque vide, avec seulement quelques personnes dispersées, la faible lumière jaune projetant des ombres sur les murs usés. Je me suis blotti dans un coin, sirotant un café tiède quand la porte s'est ouverte et un homme est entré. Il semblait avoir la soixantaine, grand et mince, portant un pardessus gris usé aux épaules effilochées. Ses cheveux argentés dépassaient en désordre dessous une vieille casquette de baseball, et ses yeux étaient vifs et froids, comme s'ils avaient vu trop de choses qu'il préférait oublier. Il a jeté un coup d'œil autour du café, puis s'est dirigé directement vers ma table sans hésitation. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Quelque chose chez cet homme m'a dérangé. Pas de la peur exactement, mais le sentiment qu'il portait un secret que je n'étais pas prêt à affronter. « Archer, a-t-il demandé, sa voix basse et rauque comme s'il n'avait parlé à personne depuis longtemps. J'ai hoché la tête, serrant fermement ma tasse de café. « Je suis Connor Marshall, a-t-il dit en tirant une chaise et en s'asseyant en face de moi. J'étais un ami d'Eugène de nos jours à l'armée. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. Mon grand-père parlait rarement de ses amis de l'armée, mais je savais qu'il avait des liens profonds avec des camarades qu'il considérait comme des frères. « Vous connaissiez mon grand-père » ai-je demandé avec prudence. Connor a hoché la tête, sortant une enveloppe marron soigneusement scellée à la cire rouge de la poche de son manteau. Il l'a fait glisser sur la table, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Ouvre-la » a-t-il dit. « Mais pas ici, à la maison, quand tu seras seul. Et sois prudent, Archer. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. » J'ai fixé l'enveloppe, mon cœur battant la chamade. Elle était mince mais semblait lourde, comme si elle contenait un secret qui pourrait tout changer. « Pourquoi me donnez-vous ça » ai-je demandé en baissant la voix. « Et pourquoi maintenant » Connor a soupiré, son regard se perdant vers la fenêtre comme s'il vérifiait que personne ne regardait. « Eugène était mon frère » a-t-il dit. « On a traversé la guerre ensemble, et je lui dois la vie. Avant de mourir, il m'a confié une tâche. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais te trouver et te remettre ça en personne. » Un frisson m'a parcouru. « Qu'est-ce qui s'est passé » ai-je demandé, ma voix tremblant malgré mes efforts pour rester calme. Connor s'est penché en avant, sa voix pressante. Eugène ne faisait pas confiance à son avocat, Norman Pierce. Il pensait que son testament pourrait être falsifié,
alors il en a fait une copie et me l'a confiée. Mais après sa mort, j'ai été traqué. Un groupe de voyous, des hommes de main, m'ont poursuivi. Ils ont menacé ma vie, m'ont dit de détruire tout ce qui était lié à Eugène. J'ai vécu dans la clandestinité, me déplaçant constamment, mais je ne pouvais pas rompre ma promesse envers lui. Ma tête tournait. Qui est derrière ça, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi soupçonnait déjà la réponse. Connor m'a regardé droit dans les yeux. Votre père? Je n'ai pas de preuves directes, mais je le connais. Il a de l'argent, des relations et un mobile. Eugène m'a dit que Harvey n'a jamais compris la vraie valeur des fils de Mayan. Il craignait que Harvey ne détruise tout et il voulait que vous soyez celui qui protège cet héritage. J'ai serré l'enveloppe fermement, la sentant me brûler les mains. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt, ai-je demandé, incapable de cacher ma frustration. Mon grand-père est parti depuis des mois. J'ai tout perdu. Connor a secoué la tête, ses yeux remplis de regrets. Je voulais venir plus tôt, Archer, mais j'étais surveillé. Je devais être sûr de ne pas les mener à vous. Il s'est levé, baissant sa casquette. Sois prudent, Archer. Contacte-moi si tu as besoin de moi, a-t-il répété. Les gens derrière ça ne s'arrêteront pas aux menaces. Ils feront tout pour protéger leurs secrets. Puis il a disparu du café, a-t-il répété. Les gens derrière ça ne s'arrêteront pas aux menaces. Ils feront tout pour protéger leurs secrets. Puis il a disparu du café, me laissant avec un bout de papier portant un numéro de téléphone et l'enveloppe entre les mains. Je suis retourné à mon appartement, j'ai verrouillé la porte, tiré les rideaux et je me suis assis à la table de la cuisine. Il était tard, avec seulement le bruit régulier de la pluie à l'extérieur de la fenêtre. J'ai ouvert l'enveloppe, mon cœur battant la chamade. À l'intérieur se trouvaient 3 objets, une copie d'un testament, une lettre manuscrite et une petite clé USB. J'ai ouvert le testament en premier. Il était méticuleusement tapé, portant la signature de mon grand-père et un sceau notarié. Le contenu était clair. Mon grand-père me léguait toutes ses parts dans May & Sons ainsi que d'autres biens, dont son domaine, un manoir côtier et un yacht d'une valeur de plus de 10 millions de dollars. Il incluait une note disant que je devais préserver l'héritage familial avec honnêteté et honneur. Je l'ai lu encore et encore, les larmes montant aux yeux. Mon grand-père avait tenu sa promesse envers moi, même par-delà la tombe. Ensuite, j'ai ouvert la lettre manuscrite. Son écriture était forte mais légèrement tremblante, comme si elle avait été écrite dans ces derniers jours. Archer, commençait-elle. Si tu lis ceci, les choses ont mal tourné. J'ai confiance en toi, mais je n'ai pas confiance en ceux qui t'entourent. Accroche-toi à ce que je t'ai appris, et ne les laisse pas te prendre ce qui t'appartient. J'ai toujours été fier de toi. Je me suis effondré sur la table, des larmes tombant sur le papier. La voix de mon grand-père résonnait dans mon esprit, claire et chaleureuse, comme s'il était assis à côté de moi. Finalement, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. Un fichier audio est apparu. J'ai appuyé sur lecture, et la voix de mon grand-père a rempli la pièce, frêle, mais résolue. Archer, si tu entends ceci, je ne suis plus là. J'ai rédigé un testament, mais je crains qu'il ne te parvienne pas. Norman Pierce n'est pas digne de confiance, et j'ai peur que ton père fasse tout ce qu'il faut pour s'emparer de May & Sons. J'ai donné une copie à Connor Marshall, mon ancien camarade. Si quelque chose arrive, trouve Connor. Il t'aidera. L'enregistrement s'est terminé et je suis resté là, figé, ayant l'impression que le monde avait basculé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fait les 100 pas dans l'appartement, serrant l'enveloppe. Les mots de Connor résonnaient dans mon esprit. Mon père, Harvey, était le cerveau. Je ne voulais pas le croire, mais les pièces s'emboîtaient. La froideur de mon père aux funérailles, son sourire triomphant quand il m'a renvoyé. Les rumeurs selon lesquelles il me sabotait dans le monde des affaires. Mais comment pouvais-je le prouver? La copie du testament, la lettre et l'enregistrement étaient tout ce que j'avais, mais ce n'était pas suffisant pour affronter mon père et Norman Pierce, des hommes avec l'argent et le pouvoir de déformer la vérité. J'ai pensé à Connor, à ce qu'il avait enduré, vivant dans la clandestinité, traqué juste pour tenir sa promesse à mon grand-père. J'ai ressenti un profond respect, mais aussi de la peur. Si mon père était vraiment derrière l'embauche de voyous pour faire taire Connor, à quoi étais-je confronté? J'ai regardé par la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller sous la pluie. Je ne pouvais pas l'imaginer, mais je savais que la route à venir ne serait pas facile.
Une obscurité se cachait, et je devais être prudent. Une petite erreur pourrait me coûter tout. Je savais que je ne pouvais pas agir seul. La copie du testament, bien que signée et notariée, n'était qu'un bout de papier sans reconnaissance légale. La lettre et l'enregistrement de mon grand-père étaient des pièces précieuses du puzzle, mais elles n'étaient pas suffisantes pour renverser la situation. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenait la loi, quelqu'un qui pouvait m'aider à transformer ces indices en une arme. C'est pourquoi j'ai contacté Stephen Ellsworth, un avocat spécialisé en testament et succession. C'était un vétéran chevronné du monde juridique et, plus important encore, il n'avait pas peur de s'attaquer aux puissants. J'ai pris rendez-vous avec Stephen dans son bureau du centre-ville de Denver, un petit mais élégant immeuble avec des murs de verre surplombant les rues animées. Quand je suis entré, Stephen s'est levé de derrière son bureau, me serrant la main avec une poignée ferme et un regard vif. Il avait environ 50 ans, les cheveux poivre et sel, vêtu d'un costume bleu marine. Mais ce qui m'a frappé, c'est la confiance qu'il dégageait. Pas l'arrogance de mon père, mais l'assurance d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. « Asseyez-vous, Archer », a-t-il dit, sa voix basse et claire. « Vous avez dit que vous aviez quelque chose d'important. Je vous écoute. » J'ai posé l'enveloppe sur la table, sortant la copie du testament, la lettre manuscrite et la clé USB avec l'enregistrement audio. Je lui ai tout raconté. La mort de mon grand-père, l'affirmation de Norman Pierce qu'il n'y avait pas de testament, mon père qui me renvoyait, et ma rencontre avec Connor Marshall. Stephen a écouté sans interrompre, hochant parfois la tête ou griffonnant des notes. Quand j'ai eu fini, il a pris la copie du testament, lisant chaque ligne attentivement, puis a écouté l'enregistrement avec des écouteurs. Il est resté silencieux pendant un long moment, et j'ai senti mon cœur battre la chamade comme si tout mon avenir dépendait de ce qu'il allait dire. Finalement, Stephen s'est renversé dans son fauteuil, a enlevé ses lunettes et m'a regardé. « Archer, je vais être direct avec vous », a-t-il dit. « Ce que vous avez là est significatif, mais ce n'est pas suffisant pour gagner une affaire de succession, surtout contre quelqu'un comme votre père qui a de l'argent et des relations. Cette copie du testament est précieuse, mais nous devons prouver que l'original a été délibérément caché ou détruit. L'enregistrement et la lettre sont des preuves circonstancielles, mais nous avons besoin de quelque chose de plus concret, comme des preuves financières, par exemple, que votre père a payé pour soudoyer Norman Pierce ou toute autre personne impliquée. » J'ai hoché la tête, sentant une lueur d'espoir. « Alors, que dois-je faire ensuite » ai-je demandé. Stephen a souri, un sourire rassurant mais déterminé. « Nous commençons à enquêter. Vous retrouvez tous ceux qui ont travaillé avec Norman Pierce, en particulier ceux qui pourraient connaître l'existence du testament original. Je m'occuperai de la partie juridique et je préparerai une stratégie. Mais Archer, vous devez être prudent. Si votre père est vraiment derrière tout ça, il ne vous laissera pas fouiner facilement. » J'ai quitté le bureau de Stephen avec l'impression d'entrevoir la lumière au bout du tunnel. Rien n'était encore résolu, mais au moins j'avais une direction, un allié. J'ai commencé par contacter une ancienne employée du cabinet d'avocats de Norman Pierce, une femme nommée Elena, qui avait été sa secrétaire pendant des années. Je la connaissais de visite au bureau avec mon grand-père, et elle avait toujours été amicale, bien que réservée. Je lui ai envoyé un texto, lui donnant rendez-vous dans un petit café en périphérie de la ville, où peu de gens passaient. Elena est arrivée en retard, l'air nerveux, jetant constamment des regards par-dessus son épaule comme si elle avait peur d'être suivie. « Archer » a-t-elle dit à voix basse. « Je ne sais pas si je devrais vous parler, mais parce que vous êtes le petit-fils d'Eugène, je vous dirai la vérité. » Elle a fait une pause, prenant une profonde inspiration. « J'ai vu le testament original, Archer. Il était conservé dans le coffre-fort de Monsieur Pierce. Je n'ai pas lu les détails, mais je sais qu'il portait la signature d'Eugène. Puis un jour, après sa mort, il a disparu. J'ai demandé à Monsieur Pierce à ce sujet, mais il m'a dit de m'en mêler, que ce n'était pas mes affaires. Mon sang a bouilli. « Êtes-vous sûre, Elena » ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Elle a hoché la tête, les yeux remplis de peur. « Je n'ai pas de preuves, Archer. Mais je sais que Monsieur Pierce n'est pas honnête. » « Et votre père ? » Il est venu à notre bureau plusieurs fois avant que le testament ne disparaisse. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais je les ai vus chuchoter dans la salle de réunion, et Monsieur Pierce avait l'air très stressé. J'ai remercié Elena, promettant de garder notre rencontre confidentielle et je suis parti avec une nouvelle pièce du puzzle. Le testament original avait existé, et il avait été pris.
Mais comment pouvais-je le prouver? Je savais que j'entrais dans un jeu dangereux, et je devais être plus prudent que jamais. Pendant ce temps, des rumeurs ont commencé à se répandre. J'ai entendu dire que mon père et Brandon disaient aux gens que j'essayais de les poursuivre en justice pour voler la fortune familiale. La calomnie m'a exaspéré, mais je n'étais pas surpris. Mon père était toujours habile à manipuler l'opinion publique, et Brandon, dans son nouveau rôle dans l'entreprise, se réjouissait probablement de jouer la victime. J'ai essayé de ne pas me laisser abattre. Puis, des signes troublants sont apparus. Un soir, en quittant le bar après mon service, j'ai remarqué un homme debout sous un lampadaire en face de mon appartement. Il portait un manteau noir, son visage caché sous une casquette de baseball, et il se tenait immobile. J'ai fait semblant de ne pas le remarquer, mais mon cœur s'est emballé. Quelques jours plus tard, j'ai vu une voiture noire garée près du chantier où je livrais. Le chauffeur ne quittait jamais le véhicule, mais j'ai senti ses yeux me suivre. J'ai commencé à vérifier mes portes et fenêtres tous les soirs, m'assurant qu'elles étaient bien verrouillées, mais le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. J'ai appelé Connor Marshall, l'homme mystérieux qui m'avait donné l'enveloppe. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit parc tôt le matin, alors que le brouillard recouvrait encore Denver. Connor est apparu l'air plus épuisé qu'auparavant, comme si les mois de clandestinité l'usaient. « On te suit, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé dès qu'il s'est assis sur le banc à côté de moi. J'ai hoché la tête, racontant ce qui s'était passé. Connor a soupiré, ses yeux remplis d'inquiétude. « Archer, je te l'ai dit. Ton père a déjà engagé des gens pour me liquider, et il n'hésitera pas à le refaire. Tu es sur la bonne voie, mais tu dois être prudent. Ne leur fais pas savoir que tu as la copie du testament. » Un frisson m'a parcouru. J'ai besoin de preuves. Steven, mon avocat, dit que si je peux trouver des preuves financières, comme le fait que mon père a payé Norman Pierce ou les voyous, on pourrait renverser la situation. Connor a hoché la tête. Je n'ai pas de preuves directes, mais je connais Harvey. Il laisse toujours une trace, peu importe à quel point il la cache. Trouve un bon détective privé. Quelqu'un qui sait comment creuser sans se faire remarquer. J'ai suivi le conseil de Connor. Par l'intermédiaire d'un contact, j'ai contacté Jack Sheridan, un détective privé qui avait travaillé sur des affaires financières complexes. Jack était un homme de petite taille, mais ses yeux étaient aussi vifs que des couteaux, et son attitude dégageait la confiance de quelqu'un qui avait vu trop de recoins sombres du monde. Je lui ai donné toutes les informations que j'avais, y compris mes soupçons sur mon père et Norman Pierce. « Que veux-tu que je trouve ?» a demandé Jack en sirotant un café noir. « Des transactions financières, ai-je dit. Toutes les grosses sommes que mon père a retirées ou transférées, surtout à l'époque de la mort de mon grand-père. S'il a payé pour cacher le testament ou engager des voyous, j'ai besoin de le savoir. » Jack a hoché la tête. « Donne-moi une semaine. » « Mais Archer, si ton père est derrière tout ça, tu dois te préparer. Il ne te laissera pas gagner facilement. » Une semaine plus tard, Jack m'a appelé dans un petit restaurant en périphérie de la ville. Il était assis dans un coin, une pile de documents devant lui. « J'ai trouvé ce dont tu as besoin », a-t-il dit en faisant glisser les papiers vers moi. Ton père, Harvey May, a retiré 2 grosses sommes de son compte personnel. Une juste après la mort de ton grand-père, et une autre 2 mois plus tard. Toutes 2 en espèces, sans note claire, mais les montants correspondent à ce que quelqu'un pourrait payer à un avocat corrompu ou à un groupe de voyous. J'ai lu les documents, mon cœur battant la chamade. Les transactions étaient claires. 50 000 $ en octobre et 30 000 $ en décembre. Pas de destinataire nommé, mais le moment et les montants me rendaient presque certain qu'ils étaient liés à Norman Pierce et aux hommes qui avaient traqué Connor. « Merci, Jack », ai-je dit, ma voix tremblant. C'est ce dont j'avais besoin. Jack m'a regardé, son expression grave. « Archer, tu joues à un jeu dangereux. Ces transactions ne sont que le début. Si ton père sait que tu creuses, tu es dans de beaux draps. Donne ça à ton avocat et agis vite. » Je suis retourné à mon appartement, serrant les documents comme une bombe à retardement. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais plus proche de la vérité. Mais avec cela venait une peur croissante. Si mon père était prêt à engager des voyous pour faire taire Connor, que me ferait-il? J'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Pas alors que j'étais allé si loin. Un soir, en rentrant d'un service de livraison, j'ai découvert quelque chose qui m'a presque fait arrêter le cœur. Mon vieux pick-up,
garé sur un parking vide près de mon appartement, avait été vandalisé. Les pneus étaient crevés, le pare-brise brisé, et quelqu'un avait gravé un message sur le capot avec un couteau. Arrête. Je suis resté là, sentant comme si le sang dans mes veines s'était gelé. Ce n'était pas un accident ou une blague d'enfant. C'était un avertissement et je savais d'où il venait. J'ai immédiatement appelé Jacques, ma voix tremblant en racontant l'incident. « Archer, tu dois quitter ton appartement pendant un certain temps », a dit Jacques au téléphone, son ton grave. Les gens qui ont fait ça ne plaisantent pas. Je vais continuer à creuser, mais tu dois être prudent. Ne sors plus seul la nuit. J'ai hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir, et j'ai raccroché. Quelques jours plus tard, une enveloppe anonyme a été glissée sous la porte de mon appartement. Je l'ai ramassée, mes mains tremblant en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une note manuscrite enroulée. Sois malin et quitte la ville. Pas de signature, pas de traces, mais le message était aussi clair que le jour. Mon père, ou quelqu'un travaillant pour lui, voulait que je parte, non seulement pour me dépouiller de l'héritage de mon grand-père, mais pour m'effacer complètement. Je me suis assis par terre, la note à la main, sentant une vague de colère mêlée de peur. Mais je ne pouvais pas abandonner. Pas alors que j'avais des preuves, pas alors que j'avais de l'espoir. J'ai commencé à changer mes habitudes. J'évitais les itinéraires fixes, j'ai arrêté d'aller à mon café habituel, et je regardais constamment par-dessus mon épaule chaque fois que je sortais. Mais peu importe ma prudence, je sentais toujours des yeux invisibles me regarder. Puis un soir, alors que j'étais assis dans mon appartement, serrant un café froid et fixant la pile de documents, mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Rendez-vous. 22h Rustinel. C'est à propos de Harvey May. Je l'ai lu encore et encore, mon cœur battant la chamade. Cela pourrait être un piège. Connor m'avait prévenu des gens qui travaillaient pour mon père, et je savais qu'il n'hésiterait pas à m'attirer dans un coin sombre. Mais et si c'était réel? Et si quelqu'un avait plus d'indices? Je ne pouvais pas laisser passer la chance, peu importe le danger. Je suis arrivé au Rustinel, un petit bar en périphérie de la ville où la faible lumière et l'odeur de bière rassis s'accrochaient au mur. J'ai choisi un coin isolé près de la sortie de secours au cas où j'aurais besoin de m'enfuir. L'horloge indiquait 21h55, et je suis resté assis là, agrippant mon téléphone, les yeux fixés sur la porte. À 22h précises, une silhouette est entrée, portant un sweat à capuche baissée, dissimulant la majeure partie de son visage. J'ai resserré ma prise, prêt à bondir. Mais ensuite, la personne a retiré sa capuche, et je me suis figé. C'était Brandon, mon jeune frère. Brandon avait l'air différent. Fini le sourire arrogant et les yeux suffisants. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux en désordre, et ses mains tremblaient alors qu'il s'asseyait en face de moi. « Archer » a-t-il dit, sa voix. « J'ai besoin de te parler. » Je l'ai regardé, tous mes sens en alerte. « De quoi s'agit-il, Brandon » ai-je demandé, ma voix froide. « Est-ce que papa t'a envoyé pour me piéger ?» Brandon a secoué la tête, ses yeux brillants d'une peur que je n'avais jamais vue auparavant. « Non, Archer, je le jure. Je suis ici parce que je ne peux plus continuer comme ça. » Il a sorti une pile de papiers de sa veste et les a fait glisser vers moi. « Regarde ça. » J'ai pris les papiers, mon cœur s'emballant. C'étaient des échanges de mes imprimés entre mon père et Norman Pierce. Je les ai parcourus et chaque ligne ressemblait à un couteau. Des phrases comme « paiement », s'en occuper de manière permanente et s'assurer que personne ne le découvre dansaient devant mes yeux. Un email de mon père disait « Assurez-vous que le gamin n'ait jamais sa chance. Je m'occuperai du reste. » Mon sang s'est glacé. Le gamin. C'était moi. « Brandon » ai-je dit, ma voix tremblant. « Où as-tu eu ça ?» Brandon a baissé la tête, ses mains jointes fermement. « Je les ai eues de l'ordinateur de papa » a-t-il dit. « Je sais que tu ne me croiras pas, mais je ne veux pas que ça aille plus loin. J'ai entendu papa parler à Pierce de te liquider si tu ne te tais pas. Je ne veux pas que tu meures, Archer. Je voulais l'argent, l'attention de papa, mais pas comme ça. » Je l'ai étudié, cherchant un soupçon de tromperie dans ses yeux. Brandon s'était moqué de moi, avait pris le parti de notre père, avait ri de moi devant une foule. Comment pouvais-je lui faire confiance maintenant? Mais sa voix tremblait, et à ce moment-là,
j'ai vu un Brandon différent. Pas le crétin arrogant de la fête de famille, mais un jeune frère effrayé, pris dans ses propres erreurs. Pourquoi, Brandon, ai-je demandé, ma voix s'adoucissant. Pourquoi m'aider maintenant après tout ce que tu as fait? Brandon a levé les yeux, ses yeux brillants de larmes. Parce que j'avais tort. Je pensais que papa faisait ça pour la famille, mais il ne se soucie que de l'argent et du pouvoir. Je ne veux pas te perdre. Je sais que j'ai été un crétin, mais je veux réparer les choses. Laisse-moi t'aider. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai tenu les emails, les relisant, et j'ai réalisé qu'ils correspondaient parfaitement au rapport de Jacques sur les retraits d'argent. Les 50 000 $ juste après la mort de mon grand-père, probablement pour payer Pierce pour cacher le testament. Les 30 000 $ plus tard, peut-être pour engager les voyous qui ont traqué Connor. Tout s'emboîtait de manière terrifiante, et je savais, que je le veuille ou non, que j'avais besoin de Brandon. Très bien, ai-je dit, ma voix sèche. Mais si c'est un piège, Brandon, je jure que je ne te pardonnerai pas. Brandon a hoché la tête, l'air soulagé, mais toujours anxieux. Je vais continuer à surveiller papa, a-t-il dit. Si je trouve d'autres preuves, je te les ferai parvenir. Mais tu dois être prudent. Papa sait que tu enquêtes, et il ne s'arrêtera pas. Nous avons quitté le bar séparément. Moi d'abord, Brandon quelques minutes plus tard. Sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Brandon était-il sincère? Ou était-ce un autre des jeux de mon père? Je n'en étais pas sûr, mais je savais que je n'avais pas le choix. Brandon m'avait peut-être trahi auparavant, mais maintenant il pourrait être le seul à pouvoir m'aider à découvrir la vérité. Le lendemain matin, j'ai rencontré Steven Ellsworth à son bureau, apportant tout ce que j'avais. La copie du testament, la lettre manuscrite de mon grand-père, la clé USB avec l'enregistrement audio, le rapport financier de Jacques et les emails de Brandon. Steven a examiné chaque document, ses yeux aussi vifs qu'un faucon. Archer, a-t-il dit en fermant le dossier. C'est assez pour que nous déposions une requête auprès du tribunal des successions. Nous demanderons la réouverture de l'affaire de succession pour suspicion de fraude. Mais vous devez comprendre que ce sera une bataille féroce. Votre père et Norman Pierce ne se laisseront pas faire. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de détermination et d'anxiété. Je suis prêt, ai-je dit, bien qu'une partie de moi tremblait encore. Tant que nous pouvons récupérer ce qui appartient à mon grand-père, je ferai tout ce qu'il faut. Steven a souri, un sourire confiant. Bien. Je vais préparer la plainte et la déposer au tribunal aujourd'hui. Préparez-vous, Archer. Votre père a beaucoup d'influence, et il utilisera tous les stratagèmes possibles pour vous faire tomber. Comme Steven l'avait prédit, la réponse de mon père et de Norman Pierce est venue comme une tempête. Quelques heures à peine après le dépôt de la plainte, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix au téléphone était glaciale, mais je pouvais sentir la colère qui couvait sous ses mots. Archer, qu'est-ce que tu crois faire, a-t-il dit. Tu oses poursuivre ta propre famille, inventer des histoires pour ruiner ma réputation? Tu le regretteras. Je n'ai pas répondu, j'ai juste raccroché, mon cœur battant la chamade. Norman Pierce s'est également exprimé, publiant une déclaration dans un journal local affirmant que j'étais un fils ingrat essayant de fabriquer des mensonges pour voler la fortune familiale. Les rumeurs se sont répandues rapidement, et j'ai senti les regards scrutateurs d'anciennes connaissances, de voisins et même d'anciens collègues de Maillançon. Mais je m'en fichais. J'avais trop perdu pour craindre les chuchotements. Le jour de la première audience est arrivé et je suis entré dans la salle d'audience des successions de Denver avec l'impression d'entrer sur un champ de bataille. La pièce était froide, avec des murs en bois sombre et une atmosphère tendue. Mon père était assis de l'autre côté, vêtu d'un costume cher, son visage sans expression. À côté de lui se trouvait Norman Pierce, l'air calme, mais j'ai remarqué que ses mains se serraient l'une l'autre comme pour cacher sa nervosité. Brandon n'était pas là, et je me suis demandé s'il était vraiment de mon côté comme il l'avait promis. La juge, une femme d'âge moyen au regard sévère, a demandé à Steven de présenter notre cas. Steven s'est levé, sa voix résonnant de force et de clarté. Il a soutenu qu'il y avait des preuves suggérant que le testament original de mon grand-père, Eugène May, avait été délibérément caché ou détruit, et nous avons demandé au tribunal de rouvrir l'affaire de succession. Il a soumis les documents, la copie du testament, la lettre manuscrite, l'enregistrement audio, le témoignage d'Elena, l'ancienne employée de Norman Pierce,
et les emails de Brandon. Chaque pièce était présentée comme une flèche visant directement mon père et Pierce. Quand ce fut le tour de Norman Pierce, il se leva, ajusta ses lunettes et parla d'un calme déconcertant. « Votre honneur, je dois affirmer que je n'ai jamais reçu de testament de monsieur Eugène May. Les documents présentés par le plaignant ne sont que de simples copies sans validité juridique, et ces accusations sont entièrement fabriquées pour ternir la réputation d'une famille respectée. » Mon sang a bouilli. Il mentait, aussi lisse qu'un serpent. Je ne pouvais pas rester silencieux. Malgré le signal de Steven de rester calme, je me suis levé. « Votre honneur, ai-je dit, ma voix tremblant mais résolue. Mon grand-père, Eugène May, était un homme méticuleux. Il ne faisait pas confiance à monsieur Pierce, c'est pourquoi il a confié une copie de son testament à un camarade militaire. Monsieur Pierce ment, et j'ai des preuves pour le prouver. » La salle d'audience est devenue silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers moi, et la tension était comme une corde tendue sur le point de se rompre. Mon père m'a fusillé du regard, ses yeux froids, mais je n'ai pas détourné le regard. Steven a poursuivi en présentant le rapport financier de Jacques Sheridan. Il a mis en évidence 2 importants retraits en espèces du compte de mon père. 50 000 $ juste après la mort de mon grand-père et 30 000 $ 2 mois plus tard. Ces sommes, a dit Steven sèchement, correspondent au moment où le testament original a disparu et où monsieur Connor Marshall, un ami d'Eugène May, a été poursuivi par des voyous. De plus, des emails fournis par une source fiable montrent des discussions entre monsieur Harvey May et monsieur Norman Pierce sur des paiements et le fait de s'en occuper de manière permanente. J'ai observé Norman Pierce pendant que Steven parlait. Son visage est resté calme, mais j'ai vu des gouttes de sueur se former sur son front et ses mains ont commencé à trembler légèrement. Mon père, assis à côté de lui, agrippait les accoudoirs de son fauteuil, ses yeux brûlant en moi. Mais je n'avais plus peur. Je savais que j'étais sur la bonne voie. Puis est venu le moment décisif. Steven a demandé à appeler un témoin surprise, Connor Marshall. Quand Connor est entré dans la salle d'audience, mon cœur s'est emballé. Il avait l'air plus âgé, plus fatigué, mais ses yeux étaient aussi vifs que la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il a prêté serment, sa voix basse et stable. « Je suis Connor Marshall, un camarade d'Eugène May de nos jours à l'armée, a-t-il commencé. Avant de mourir, Eugène m'a confié une copie de son testament et un message. Si quelque chose arrive, assure-toi que ça arrive à Archer. Il ne faisait pas confiance à son avocat, monsieur Norman Pierce, et il craignait que le testament original ne soit détruit. J'ai gardé cette copie, et j'ai été traqué par des hommes de main qui ont essayé de la détruire. » Le témoignage de Connor a été comme une bombe explosant dans la salle d'audience. La salle est restée silencieuse, mais j'ai senti un changement dans l'air. Mon père a baissé la tête, et pour la première fois, j'ai vu sa confiance habituelle vaciller. Norman Pierce a commencé à marmonner, essayant d'interrompre, mais la juge lui a fait signe de se taire. Steven a insisté, jouant l'enregistrement de mon grand-père. Sa voix a résonné dans la salle d'audience, frêle mais résolue. Je ne fais pas confiance à Norman Pierce, et je crains que mon fils ne fasse tout ce qu'il faut pour prendre mes leçons. Ces mots, combinés au témoignage de Connor, ont laissé peu de marge de manœuvre au camp de mon père. Sous la pression de la juge et les questions pointues de Steven, Norman Pierce a commencé à faiblir. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas se souvenir des détails de ses réunions avec mon père, puis s'est contredit en disant « Mon père ne venait que pour des conversations informelles ». Steven a saisi l'occasion, soulignant les incohérences dans le témoignage de Pierce et insistant sur le fait que les importants retraits d'argent ne pouvaient pas être une coïncidence. Finalement, la juge a frappé son marteau. Sur la base des preuves présentées, a-t-elle dit sévèrement, le tribunal ordonne une enquête criminelle distincte sur monsieur Norman Pierce et monsieur Harvey May pour fraude potentielle et dissimulation de documents. L'affaire de succession sera réexaminée une fois l'enquête terminée. Je suis resté assis là, sentant comme si un poids énorme avait été levé. Steven m'a tapoté l'épaule en chuchotant « On a réussi, Archer. » Mais ce n'est pas encore fini. J'ai hoché la tête, mes yeux toujours fixés sur mon père. Il s'est levé et a quitté la salle d'audience sans me regarder, mais je savais qu'il était ébranlé. Pour la première fois, j'ai senti que j'avais le dessus. Dans les jours qui ont suivi l'audience, Denver est soudainement devenue étouffante. La nouvelle du procès s'est répandue comme une traînée de poudre. Les journaux locaux, qui avaient autrefois loué mon père comme un homme d'affaires prospère, publiaient maintenant des titres sensationnels. Scandale d'héritage chez May & Son,
allégations de fraude et de dissimulation de testament. Les articles ne me nommaient pas directement, mais tout le monde savait que j'étais derrière le procès. J'ai reçu des messages d'anciennes connaissances, certains de soutien, d'autres méprisants, mais je n'y ai prêté aucune attention. Pendant ce temps, l'enquête criminelle ordonnée par le tribunal a commencé à se dérouler. Les enquêteurs du bureau du procureur ont contacté Steven, demandant des informations supplémentaires. Steven a travaillé sans relâche en coordination avec eux pour s'assurer que chaque détail soit examiné en profondeur. Il creuse profondément dans les comptes de votre père, m'a dit Steven lors d'une réunion à son bureau. S'il trouve des transactions liées à Norman Pierce ou aux voyous, il ne pourra pas le nier. J'ai hoché la tête, mais je ne pouvais pas me débarrasser du malaise dans mon cœur. Mon père n'était pas quelqu'un qui pouvait être facilement vaincu. Il avait de l'argent, des relations, et je savais qu'il trouverait un moyen de renverser la situation. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est le silence de Brandon. Depuis la nuit où il m'a remis les emails au Rustinel, je n'avais pas eu de nouvelles de lui. J'ai envoyé des textos et appelé, mais il n'y a eu aucune réponse. Une partie de moi craignait qu'il ait changé d'avis, qu'il se soit de nouveau rangé du côté de notre père. Pourtant, une autre partie gardait l'espoir que Brandon, malgré son arrogance et son égoïsme passé, essayait vraiment de se racheter. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto de lui. C'était bref. Rendez-vous au parc. 19h. J'ai hésité, mais j'y suis finalement allé, portant la lassitude qui était devenue une seconde nature. Quand je suis arrivé au parc, Brandon était assis sur un banc, l'air plus mince et plus épuisé qu'auparavant. Il s'est levé en me voyant, les yeux remplis de remords. « Archer » a-t-il dit, sa voix. J'ai entendu parler des poursuites. Je ne sais pas quoi dire. Je veux juste que tu saches que tu fais ce qu'il faut cette fois-ci. Je l'ai regardé. Tu m'as aidé, Brandon, ai-je dit. Mais pourquoi as-tu disparu? Je pensais que tu étais retourné du côté de papa. Brandon a secoué la tête, ses yeux brillants de larmes. J'avais peur, Archer. Peur que papa découvre que je t'ai donné ces emails. Mais je ne peux pas le laisser continuer comme ça. Je ne veux plus en faire partie. Il a fait une pause, prenant une profonde inspiration. Je sais que tu ne me fais pas confiance, mais je veux réparer les choses. Si tu as besoin que je témoigne au tribunal, je le ferai. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé Brandon et j'ai vu un jeune frère que je pensais avoir perdu. Merci, Brandon, ai-je finalement dit. Tu as fait ce qu'il fallait, et je ne l'oublierai pas. Le procès pénal a eu lieu quelques semaines plus tard. Mon père et Norman Pierce ont été accusés de fraude, de dissimulation de documents et de complot en vue de commettre un crime. Brandon, fidèle à sa parole, a témoigné, déclarant qu'il avait entendu notre père discuter avec Pierce du plan visant à cacher le testament et à engager des hommes pour intimider Connor. Son témoignage, combiné aux preuves financières et au récit de Connor, a été le coup de grâce. Mon père a été condamné à 3 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle s'il coopérait. Norman Pierce a reçu une peine plus sévère, 5 ans pour son rôle central dans la dissimulation du testament. L'affaire de succession a été rouverte peu de temps après. Avec le testament original reconnu sur la base de la copie et des preuves à l'appui, j'ai obtenu la propriété de Méhenson conformément aux volontés de mon grand-père. Je suis retourné dans l'entreprise, mais pas en tant que PDG comme auparavant. J'ai plutôt choisi d'assumer le rôle de président. Brandon n'a pas été poursuivi grâce à sa coopération en tant que témoin. Je l'ai ramené dans l'entreprise, mais dans un rôle mineur où il pourrait apprendre et faire ses preuves. Je ne lui avais pas entièrement pardonné, mais je voulais lui donner une chance, comme mon grand-père m'avait appris à croire en la capacité des gens à changer. Dans les semaines qui ont suivi le procès pénal, Denver a semblé prendre une teinte différente. La lumière du soleil d'automne était plus douce, mais l'air restait lourd des échos persistants du procès. Mon père, Harvey May, était maintenant un nom synonyme de scandale. Les journaux ont couvert l'affaire sans relâche, exposant la face sombre d'un homme autrefois considéré comme un pilier du monde des affaires. Les relations puissantes dont il s'était autrefois vanté lui ont tourné le dos, le laissant seul face aux conséquences. L'image de l'empire de Méhenson, que mon père avait tenté de bâtir sur la tromperie, n'était plus qu'une tache aux yeux du public. Je suis retourné chez Méhenson en tant que président, non pas pour me vanter de ma victoire, mais pour réparer ce qui avait été brisé. L'entreprise avait subi des pertes importantes à la suite du scandale.
De nombreux partenaires se sont retirés, des employés chevronnés ont démissionné et le cours de l'action de l'entreprise a chuté. Mais je n'étais pas découragé. Je me suis souvenu des mots de mon grand-père. Un bâtiment solide doit être construit sur une fondation d'équité. J'ai commencé à restructurer, à embaucher de nouveaux directeurs, en me concentrant sur la transparence et la qualité. J'ai rencontré chaque employé, j'ai écouté leurs préoccupations et j'ai promis que May & Sons se relèverait, non pas comme une machine à faire de l'argent, mais comme un héritage d'honneur et de responsabilité. Un soir, après une longue journée de travail, j'ai traversé le siège de May & Sons. Le bâtiment était encore en réparation. Ses murs fissurés étaient un rappel de ce que nous avions enduré. Je me suis arrêté devant le portrait de mon grand-père accroché dans le hall principal, ses yeux aussi vifs et chaleureux que jamais. Je me suis souvenu de ces mots résonnant au fil des ans. En affaires, l'honneur vaut plus que l'argent. J'ai souri, ayant l'impression qu'il se tenait à côté de moi, me tapotant l'épaule, comme il l'avait fait lorsque j'avais mené l'entreprise à travers un accord difficile. J'ai pensé à mon père, maintenant en prison, et je me suis demandé s'il ressentait un jour des regrets. Il avait choisi l'argent et le pouvoir, mais à la fin, ils n'ont pas pu le sauver. J'ai pensé à Brandon, à la façon dont il essayait de recommencer. Je suis sorti, me tenant sous le ciel nocturne de Denver. La ville brillait de lumière, chacune comme une histoire, un rêve, une lutte. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Il faudrait peut-être des années pour que May & Sons se rétablisse, et je ferais face à d'innombrables défis. Mais je n'avais pas peur. J'avais traversé l'obscurité, fait face à la trahison de ma propre famille, et j'étais toujours debout, plus fort que jamais. J'ai levé les yeux vers le ciel où les étoiles scintillaient faiblement au milieu des lumières de la ville. J'ai pensé à mon grand-père, à ce qu'il avait laissé derrière lui. Pas seulement une entreprise, mais une leçon de vie. Ce voyage ne consistait pas seulement à récupérer un héritage. Il s'agissait de protéger la vérité, de défendre l'honneur et de donner aux autres une chance de se racheter. Je savais que, bien qu'il ne soit plus là, il serait fier que je n'ai pas abandonné. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air froid de Denver remplir ma poitrine. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais j'étais certain d'une chose. Je continuerai à avancer, portant les enseignements de mon grand-père,